Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer, de te préparer physiquement tout en prenant soin de ta santé. Alors aujourd'hui encore un podcast sport. En ce moment je lis beaucoup de choses sur le sport donc ça m'inspire beaucoup pour les podcasts. Je reprendrai les podcasts nutrition, hein, j'en ai déjà pas mal fait donc voilà. Mais aujourd'hui on va parler de comment prévenir les blessures chez le coureur. Puisque je sais que dans mon audience qui écoute le podcast, il y a beaucoup de coureurs, que ce soit juste des joggers qui courent pour se défouler ou qui courent aussi pour la performance, ou alors des gens qui font du triathlon aussi, donc dans un objectif de soit de se défouler encore, soit faire des compétitions, etc. Et du coup, face à ça, quand on court, c'est un acte en soi qui est quand même relativement traumatisant de s'infliger 1, 2, 3, 10, 20 heures de course par semaine. Donc c'est assez traumatisant dû aux impacts du pied qui touche le sol et qui crée des vibrations et du coup crée des inflammations dans le corps. Donc il y a beaucoup de douleurs qui apparaissent justement à cause de cette course répétée, semaine après semaine, année après année. Et du coup, pour prévenir certaines blessures, ce qui peut être bien, c'est durant les séances de physique, voilà, je pense que ceux qui m'écoutent ont bien compris que c'était indispensable justement de rajouter des séances de physique à sa pratique sportive, puisque pour progresser et pour prévenir aussi des blessures, c'est indispensable de ne pas faire uniquement son sport, mais de rajouter des séances pour être au top au niveau physique qui vont permettre de progresser. Et justement, ce que je te conseillerais dans ces séances de physique, c'est de faire aussi des exos de prévention, qui ont pour intérêt justement de ne pas se blesser, le but ça va être justement ces exercices-là vont permettre pas forcément de performer, mais de justement d'avoir une progression qui est linéaire et qui est pas coupée par des blessures. Et du coup voilà, ça peut être pas mal de rajouter ces exercices-là que je vais te présenter dans le podcast. Si tu es premier conseil, c'est si tu es blessé actuellement, enlève déjà tous les exos dans ta préparation physique qui te font mal physiquement. Une fois qu'on a dit ça, tu vas pouvoir travailler sur des exos qui te font pas mal et justement comme ça va permettre de renforcer tout ça. Tous les exercices dont je vais te parler du coup vont être disponibles en description en format PDF. Ça sera plus facile parce qu'un podcast c'est pas forcément facile pour expliquer des choses qui sont visuelles. Donc justement tu auras le petit visuel en PDF en description. Aujourd'hui du coup on va s'attarder à 3 pathologies qui sont extrêmement courantes chez le coureur. Et du coup c'est la pubalgie en 1 qu'on va voir en 1, le syndrome de l'essuie-glace qu'on va voir en 2, et l'entorse de cheville qu'on va voir en 3. Donc je vais te proposer des exercices pour prévenir de ces blessures-là, pour pas que tu aies ce type de blessure-là. Ça va extrêmement bien marcher les exos que je vais te donner et les conseils que je vais te donner si tu es sujet à ce type de choses. Donc si tu es sujet à la pubalgie, que tu en as régulièrement, syndrome de l'essuie-glace, entorse, etc., ça va extrêmement bien marcher si tu es sujet à ça. Si par exemple tu viens de te faire une entorse de cheville, les choses que je vais t'expliquer ne vont pas marcher. Ça à faire dans un second temps. Je vais bien être clair là-dessus, puisque la meilleure chose à faire quand tu as une pubalgie, une entorse ou un syndrome de l'essuie-glace, c'est généralement de te reposer donc arrêter toute activité physique pendant quelques jours, au moins le temps que la douleur disparaisse. Et puis dans certains cas aussi, glacer sur le moment, ça peut être pas mal, surélever la jambe, ça peut être pas mal, ça dépend des cas, etc. Mais grosso modo, voilà, je veux bien que tu comprennes que tout ce que je vais te dire dans le podcast, ça vient après justement le moment où tu te fais mal. Ça va être des choses que tu fais vraiment après, dans les semaines, dans les jours qui suivent. Voilà. Donc, on va commencer par la pubalgie. Qu'est-ce que c'est qu'une pubalgie déjà ? On en entend beaucoup parler, mais c'est tout simplement une tendinite, une tendinopathie du pubis.
Ok, le pubis, c'est quoi? Le pubis, c'est un os, hein, c'est un os qui ressort de ton bassin, voilà, c'est une petite protubérance, si tu veux, qui ressort de ton bassin. C'est une sorte de petite pointe osseuse qui ressort et sur lequel s'accrochent justement les muscles pelviens, les adducteurs, le grand droit de l'abdomen, donc les abdominaux, les tablettes de chocolat, tout ça s'accroche sur ce pubis. Ok, et du coup, la pubalgie, c'est une inflammation de cette zone, donc qui va inflammer principalement les adducteurs. Des fois, ça peut être le grand droit, l'attache du grand droit, donc l'attache des tablettes de chocolat aussi qui fait souffrir, mais dans la majorité des cas, c'est surtout l'adducteur. Ok, donc ça arrive, pourquoi cette inflammation, pourquoi elle arrive comme ça? C'est parce qu'il y a un problème de mobilité dans la majorité des cas, ok? Donc ça veut dire que tu es trop raide des adducteurs ou tu es trop raide des muscles du pelvien, donc tout ce qui est fessier, etc., ou des abdominaux. Donc cette inflammation du pubis, comme elle est due à un manque de mobilité, et la première chose à faire, c'est de redonner de la mobilité. Ok, ça paraît logique. Donc gagner en souplesse, grosso modo, sur les adducteurs généralement et le grand droit de l'abdomen. Donc les tablettes de chocolat, ça va permettre déjà de prévenir des blessures. Ok, donc c'est assez simple. La souplesse, faut bien avouer que c'est assez énervant à faire, hein, la souplesse, de faire des exercices de souplesse pour la majorité des gens, mais c'est absolument indispensable si tu veux ne pas te blesser. Hein, c'est un facteur de blessure qui est ultra courante, c'est le manque de mobilité, le manque de souplesse. Une fois que tu as gagné un petit peu en souplesse et que si tu sais que tu es sujet aux pubalgies, une fois que tu as gagné en souplesse, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que la deuxième chose à faire, c'est de renforcer cette zone-là. Ok, donc toute la zone du pubis, donc toute la zone du bassin. Ok, donc on va essayer de renforcer tous les muscles du bassin. Donc, premièrement, si tu sais, comme une fois, si tu es sujet à ça, il faut que tu travailles sans douleur. Ok, donc on va essayer de renforcer les muscles du bassin sans qu'il y ait trop de douleur ou même pas du tout de douleur. Ok. À la limite, une gêne, ça, c'est ok, mais si tu commences à avoir mal, c'est que tu n'es pas encore prêt pour faire ce type d'exercice-là, tout simplement. Ton corps, il te parle, il suffit de l'écouter. Si quand tu fais un exercice que je te donne, par exemple, dans les PDF, etc., ça te fait mal, c'est que ton corps, il peut pas le supporter pour l'instant, donc faut prendre un exercice qui te fait pas mal. Donc, comment on renforce et de quel muscle on renforce et comment on renforce? Tout simplement, on va renforcer les muscles moyens fessiers, hein, c'est vraiment le muscle principal de la pubalgie, puisque le bassin n'est pas stable et du coup ça va créer des inflammations comme je te l'ai dit. Donc on va renforcer les moyens fessiers. Les moyens fessiers, c'est des fessiers, hein, donc au niveau de la fesse tout simplement, mais sur le côté, hein, il y a 3 parties dans le fessier, le petit, le moyen et le grand. Le grand, c'est ce qui fait un petit peu le galbe des fessiers en arrière. Le moyen, c'est celui qui fait la circonférence un petit peu du fessier, si tu veux, donc c'est situé vraiment sur le côté. Et le petit, il est assez anecdotique, il est situé sur le devant, sur la face antérieure de ton corps, si tu veux. Donc ça, on va renforcer du coup le moyen fessier, donc avec tout ce qui est élévation latérale de jambes que tu peux réaliser debout, sur le côté, en appui sur une jambe, en appui sur deux, avec un appui. Donc en élevant la jambe sur le côté avec un appui genre une canne ou un support pour te tenir, ok, si ça te fait mal, ou alors sinon sur une jambe, ou alors sinon allongé, ok. Ça va vraiment permettre du coup de stabiliser ton bassin, ok. Donc plus ton bassin sera stable, plus tes adducteurs vont être mis en position de force, et du coup plus tout simplement ça va limiter l'inflammation, puisque ce qui crée l'inflammation, c'est le déséquilibre au niveau du bassin qui va venir tirer sur le pubis, qui va venir inflammer. Si ton bassin est stable, il n'y a plus tous ces problèmes-là. Et si en plus tu as la mobilité nécessaire pour réaliser les mouvements, là ça va plus du tout te causer de problème et ta pubalgie, elle sera derrière toi. Et ça, c'est vraiment top. Je sais, il y a aussi un truc qui s'appelle le matos, de rajouter un petit peu de matériel. Parfois, ça peut soigner, comment dire, ça peut soulager plutôt une pubalgie. Donc il y a des cuissards qui sont exprès pour les pubalgies. Moi je conseille pas du tout de prendre ce type de matériel là, bien que ça marche, ça soulage la pubalgie, sauf que ça ne guérit absolument pas le problème. Pire, ça peut l'empirer. Donc moi je te conseille pas d'utiliser de cuissard de pubalgie. Je sais que ça peut à contre-courant par rapport à ce qu'on peut te proposer, mais
pour une simple et bonne raison, c'est que certes ça va te soulager, mais la douleur va toujours être là. Le meilleur truc, enfin le problème va toujours être là. Le meilleur truc à faire, c'est mobilité, renforcement. Ok, donc mobilité en gagnant en mobilité de pubis, donc au niveau des adducteurs et du grand droit de l'abdomen, et le renforcement au niveau des moyens fessiers, comme je viens de t'expliquer. Donc ça c'est le meilleur moyen pour que ta pubalgie ne soit, qu'elle t'arrive plus quoi, grosso modo. Petite aparté, les cuissards de pubalgie, donc moi je te conseille pas de l'utiliser de manière quotidienne pendant tes entraînements. Après, il est vrai que si tu as une compétition, par exemple, je sais pas, tu as un marathon ou tu as un triathlon en compétition à faire et que tu sais que des fois tu as ta pubalgie qui se réveille, etc. Quand vraiment la fatigue se fait sentir, là-dessus, c'est le seul moment où tu peux utiliser ton cuissard de pubalgie, c'est en compétition. Ok, sauf que les compétitions c'est tellement rare que du coup tu peux te permettre d'avoir une petite aide comme ça pour pas être gêné pendant une course. Par contre, l'entraînement c'est quotidien ou du moins plusieurs fois par semaine. Et si tu prends ton cuissard de pubalgie, tu vas empirer la chose quand tu n'auras plus ton cuissard. Ok, et même si tu le mets pendant longtemps, tu vas même avoir des douleurs avec ton cuissard. Donc là, tu pourras plus rien faire comme aide. Donc le plus simple, c'est de l'enlever et vraiment d'utiliser que en compétition, jamais en entraînement. Voilà. Donc ça, c'était pour la pubalgie. Donc le principal chose à faire, mobilité, renforcement. Ok. Maintenant, on va passer au syndrome de l'essuie-glace. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'essuie-glace? Tu n'as peut-être jamais entendu parler de ça si tu n'es pas sujet à ça, mais que tu es juste curieux et que tu passes ici par curiosité. Le syndrome de l'essuie-glace, c'est une inflammation du fascia lata. Okay, qu'on appelle aussi tenseur du fascia lata, hein, c'est un muscle. Le tenseur du fascia lata, c'est, si tu veux, une bande musculaire, donc qui a une petite partie musculaire et une grosse partie tendineuse, qui s'attache au niveau du bassin et qui va longer tout le côté de ta cuisse pour s'attacher. Donc il y a 2 points, hein, un au bassin et un au niveau du haut du péroné. Ok, le péroné c'est à côté du tibia. Et du coup, cette bande tendineuse et musculaire, elle va s'inflammer et ça va grosso modo te lancer dans le genou. Donc c'est vraiment pour te situer un petit peu, pour t'imaginer un petit peu où est le fascia lata. Si tu veux, tu as dans un pantalon, tu as des coutures sur le côté qui permettent de raccrocher les 2 bouts du pantalon. Donc au niveau des cuisses, tu as des coutures et c'est un muscle qui va vraiment longer cette couture de ton pantalon ou de ton jogging ou de ce que tu veux, vraiment sur le côté et qui va s'attacher jusque sur le péroné comme je t'ai dit. Donc ça va te déclencher une douleur au niveau des genoux, donc c'est une inflammation de ce muscle-là, mais le souci c'est que beaucoup de gens pensent que le syndrome de l'essuie-glace c'est un problème de genou. Ok, c'est un problème au niveau du genou, alors que comme je te l'ai dit, le tenseur du fascia lata, il fait hanche jusqu'au genou, jusqu'au péroné, donc jusqu'après le genou. Mais le problème, bien que la douleur soit localisée, donc le ressenti soit localisé au niveau du genou, le problème vient des hanches. Ok, et il vient souvent d'un manque de force, même dans 99% des cas, d'un manque de force au niveau du bassin. Encore une fois, un manque de force au niveau des fessiers, donc grands et moyens fessiers, qui du coup ne stabilisent pas assez le bassin et que du coup, tu compenses, vu que ton bassin n'est pas stable, tes genoux vont compenser, donc après, la douleur va venir au niveau de tes genoux, ok, donc sur la partie basse du fascia lata. Sauf que le problème n'est pas des genoux, le problème est que ton bassin n'est pas stable. Donc comment on fait pour stabiliser un bassin? Encore une fois, c'est que tu manques de tonus musculaire, de tonicité au niveau des hanches. Donc il faut renforcer toute la zone des hanches. Donc avec du travail moyen fessier, comme tout à l'heure, du travail grand fessier aussi que tu peux rajouter par exemple au kettlebell, tu peux rajouter même sans matériel ou avec des élastiques, etc. Du gainage lombaire, donc t'as pas besoin de matériel pour gainer tes lombaires, tu fais du gainage à plat ventre sur le sol, où on essaye
se former une banane un petit peu sur le sol, ou alors du gainage abdominal, donc là traditionnel, soit sur les avant-bras, soit sur les mains en fonction du niveau, soit sur un TRX en fonction du niveau aussi. Voilà, donc ça va permettre justement de stabiliser tout ton bassin, et une fois que ton bassin sera stable, tes genoux n'auront pas besoin de compenser, et du coup tu n'auras plus de douleur au niveau du syndrome de l'essuie-glace, ok, donc au niveau du genou. Une chose qui peut être pas mal, encore une fois, mobilité. Mobilité de hanche, apprendre à ta hanche à bouger en 3 dimensions. Ok, parce que quand on est coureur, en fait, on a tendance à faire juste des mouvements avant-arrière avec la hanche, mais la hanche peut aller aussi sur le côté. Elle peut aller aussi en diagonale. Elle peut aller aussi en rotation externe, en rotation interne, etc. Donc, il faut vraiment mobiliser la hanche sur tout. En 3 dimensions pour que du coup ta hanche garde en mobilité, et c'est bien souvent le problème de mobilité qui cause justement des douleurs du syndrome de l'essuie-glace. Encore une fois, tous les exercices que je te dis un petit peu, donc renforcement moyen fessier, grand fessier, gainage, etc., ça sera en description. Tu as un petit PDF, tu pourras cliquer dessus pour avoir l'ensemble des exercices que je te préconise justement pour traiter et pour prévenir un petit peu le syndrome de l'essuie-glace. Autre chose que je vois beaucoup chez les coureurs qui n'ont pas cette profondeur d'analyse, c'est qu'ils se disent j'ai mal au genou, je mets une genouillère. Encore une fois, c'est pas le bon plan, c'est comme le cuissard pour les pubalgies. Si tu prends une genouillère, ton corps va s'habituer à courir avec une genouillère. Si tu multiplies ça par des jours, des semaines, des mois de course avec genouillère, ton corps au bout d'un moment ne va plus pouvoir se passer de sa genouillère, et du coup parce que ça va détonifier toute la zone, et ça sera encore plus de boulot à faire pour retonifier la zone, etc. Donc le meilleur moyen, c'est de ne pas mettre de genouillère et d'y aller de façon progressive jusqu'à guérison voilà, vraiment guérison de la douleur. Le seul truc, c'est que si tu sens que tu es un petit peu juste et que tu as une compétition, à la limite, tu peux essayer de prendre une genouillère, mais en compétition. Jamais en entraînement, sinon ton corps va s'habituer. Alors que sur une compétition, il n'aura pas le temps de s'habituer, tu vas juste passer ta compétition et tu auras moins mal. Donc là-dessus, ça peut être pertinent, mais bon, c'est quand même à faire attention, parce que la genouillère en compétition, déjà tu perds en performance, et en plus de ça, je pense que ça peut te gêner quand même en compétition. Alors que le cuissard pubalgique, je pense en compétition, ça peut être pas mal. La troisième pathologie qu'on voit énormément chez le coureur, c'est l'entorse de la cheville. Ok, donc c'est là-dessus, je vais te la faire courte parce que je pense que tu sais ce que c'est. C'est juste qu'un tendon, il y a des tendons qui passent au niveau de la cheville, qui permettent de. Sinon ta cheville, elle serait pas attachée sur ton tibia. Donc il y a des tendons qui permettent justement de fixer la cheville à ton tibia, et aussi des muscles, bien sûr. Mais là, du coup, c'est un tendon qui permet de fixer la cheville qui, justement, commence à s'abîmer. Parfois même, il abîme l'os, etc. durant une entorse. Voilà, donc c'est assez simple à comprendre. Le tendon attache la cheville au tibia. Si le tendon est fragilisé, forcément, tout ce que tu vas mettre comme contrainte au niveau de la cheville, ça va te faire mal, puisque ta cheville ne va pas être bien stabilisée. Donc ton corps va t'envoyer des signaux de la douleur. C'est exactement ça, une entorse de la cheville. Donc si tu viens de te la faire, encore une fois, repos, glace, surélévation peut-être de la jambe, etc. Mais si ça fait des mois que tu t'es, ou même des semaines que tu t'es fait de l'entorse, que ça va mieux, mais que tu sens que tu n'es pas encore à 100%, ce que je peux te conseiller de faire, encore une fois, c'est de renforcer vraiment tous les muscles du tibia. Ok, donc il y a le péroné antérieur, il y a le mollet, les mollets, donc le mollet c'est jumeau solaire, c'est 2 muscles, le mollet, et le péroné antérieur, et même les ischio-jambiers, ça peut être intéressant, et même les quadriceps, ça peut être intéressant de muscler l'ensemble de cette chaîne musculaire-là quand tu as une entorse de cheville. Ok. Donc comment on muscle ça? On peut faire tout simplement des exercices pour les cuisses, donc comme le squat, le soulevé de terre, tous ces exercices-là pour renforcer
du coup la cuisse. Si tu es à l'aise à faire un squat sur deux jambes, soulevé de terre sur deux jambes, tu peux mettre une jambe, ok. Donc faire tes squats sur une jambe pour renforcer encore plus la cheville. Les soulevés de terre aussi, donc la bascule sur une jambe, du gainage même sur une jambe si tu veux. Tout ce qui va rajouter de la contrainte au niveau de la cheville et que ton corps peut justement faire. Donc ça veut dire que si tu n'as pas de douleur, tu peux y aller si tu veux, et fais tous tes trucs sur une jambe si tu sens que tu es un petit peu sujet à ça. Ok, donc tout ce qui est gainage, tout ce qui est soulevé de terre, squat, même tu peux faire des extensions mollets. Tu surélèves ton pied et tu te mets sur la pointe des pieds, puis sur le talon, puis sur la pointe des pieds, puis sur le talon. Voilà, sur deux jambes, sur une jambe si ça te fait pas mal, etc., etc. Donc de toute façon tout ça sera en PDF en description si tu veux vraiment l'ensemble des exercices. Mais le but c'est de rajouter de plus en plus de contraintes sur ta cheville. Donc de tonifier la zone sur deux jambes, et si tu es capable de faire sur une jambe, de le faire sur une jambe, comme ça, tu tonifies toute la musculature qu'il y a au niveau du tibia et des cuisses, et après en plus de ça, de le faire sur une jambe, ça met encore plus de poids si tu veux sur tes tendons, donc ça va solidifier tes tendons sur du long terme. Donc comme ça va te permettre de prévenir des blessures. Donc voilà, donc pense à cliquer sur le lien en description si tu veux vraiment l'ensemble des exercices, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus imagé. Donc on en a fini un petit peu pour justement ces trois pathologies chez le coureur, donc la pubalgie, le syndrome de l'essuie-glace et l'entorse de cheville. Donc si tu as un de ces soucis-là, ou si tu sais que tu es sujet à un de ces soucis-là, réécoute bien le moment où je parle de ce problème-là et ce qu'il faut faire justement pour prévenir de ces types de blessures, et télécharge le PDF en description. Maintenant, si tu veux aller plus loin, si tu veux, justement, si tu as du mal à te préparer physiquement, que tu as du mal à peut-être à revenir physiquement d'une douleur comme l'entorse de la cheville, l'essuie-glace ou la pubalgie, moi ce que je te propose c'est de prendre un rendez-vous avec moi, ok, un rendez-vous vraiment téléphonique où tu as en plus les 30 premières minutes de coaching qui sont offerts, ok, où je te donnerai mes conseils pour justement pour ton problème et pour tes objectifs. Et après, je te proposerai aussi à la fin de cet entretien, bien sûr, mes programmes d'accompagnement à distance personnalisés, haut de gamme, vraiment 100% personnalisés pour toi et tes objectifs, ok, pour passer un cap au niveau de ta pratique sportive et exploser peut-être les objectifs et tes attentes. Voilà. Si ça t'a plu aussi, bien sûr, n'oublie pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vois beaucoup de gens qui écoutent sans vraiment dire ce qu'ils pensent de l'émission, donc c'est gratuit. Si tu mets un commentaire ou même un avis positif et 5 étoiles, moi c'est gratuit, ça m'aide énormément. Donc si tu aimes bien ce que je fais, n'hésite surtout pas à prendre 5 secondes pour m'aider, et même un avis qui soit constructif, moi ça m'aide toujours. D'ailleurs, en parlant d'avis constructifs, moi il y a quelqu'un qui m'a laissé un avis 3 étoiles, donc un peu mitigé sur mon émission, que je vais te lire. Donc c'est Gualadoudou, qui m'a lâché un avis 3 étoiles sur Apple Podcast, et du coup je vais te lire son commentaire. Alors sur le fond, il y a beaucoup d'approximations, de raccourcis, et on sent le manque de maîtrise des sujets. Sur la forme, le vocabulaire, la diction, la façon de parler de façon familière n'inspire pas le professionnalisme. Cela dit, j'écoute tout de même car il y a des bonnes idées qui me parlent et je compte mettre en place dans ma vie. Aussi, je trouve généreux le partage de son savoir avec ses moyens, avec les autres. Donc 3 étoiles qui représentent bien, selon moi, les pour et les contre. Alors déjà, je vais te remercier sur la seconde partie du message, où tu me dis que tu m'écoutes et que tu mets des choses en place dans ta vie et que tu as trouvé intéressant pas mal d'aspects et pas mal de sujets que j'aborde. Donc déjà, merci. Donc si tu m'écoutes, c'est que tu dois quand même trouver un intérêt au podcast. Et sur la première partie où tu as justement des critiques qui sont constructives, je vais en parler un petit peu de mes choix, parce que finalement je parle pas trop de mon podcast sur c'est pas forcément intéressant, mais sur le côté éditorialiste du podcast, et du coup ça me permet de parler un petit peu de ça. Donc si ça t'intéresse pas, tu peux switcher sur un autre épisode. Donc sur le fond, il y a beaucoup d'approximations et de raccourcis, on sent le manque de maîtrise de certains sujets. Alors qu'il y ait beaucoup de raccourcis sur mon podcast, c'est évident.
ok, je vais pas me cacher, c'est même volontaire. Je fais beaucoup de raccourcis, tout simplement parce que moi, je lis énormément, ok. Donc tout ce que je te dis, ça vient pas forcément de moi. Il y a quelques trucs qui viennent de moi que j'ai pu observer, que j'ai pu apprendre justement en coachant des gens, etc. Mais sur plein de trucs, ça vient pas de moi, ok. Donc c'est des choses que j'ai lues. Je lis un bouquin ou toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, donc je lis énormément. Donc moi, ce que je te partage en podcast, c'est évident que je peux pas te résumer un bouquin qui fait 100, 200, 300, 400 pages en 10, 15, 20 minutes. Donc là-dessus, les raccourcis, bien sûr que j'en fais, mais le raccourci que je prends, j'estime que c'est pas forcément intéressant d'avoir toute l'analyse d'un auteur qui va te parler d'un sujet pendant 50 pages et bien souvent, c'est juste la conclusion qui est intéressante et c'est ce que je te partage. Après, ça veut pas dire que je connais pas l'analyse. C'est juste que pour toi, ça n'a pas forcément grand intérêt de savoir le pourquoi du comment. Ce que tu veux, c'est des choses à appliquer dans ta vie et c'est ce que j'essaye de t'apporter en podcast. Donc, sur les raccourcis, alors désolé si tu cherches un podcast un peu plus qui traite vraiment le fond des choses, etc. Bon, c'est pas vraiment ce que tu vas trouver chez moi. Moi, j'essaie de te donner des conseils pratique et applicable dans ta vie et de façon vraiment concrète. Sur la forme, donc le manque de vocabulaire, la diction, le rythme et la façon de parler familière, ça inspire pas le professionnalisme. Bon, ça j'en suis désolé. Alors moi je suis pas issu d'une école de journalisme, je suis coach sportif, donc sur la diction, le vocabulaire, etc. J'estime quand même que je me suis amélioré par rapport au premier podcast. J'en ai réécouté mon 2 ou 3e que j'ai fait. J'ai trouvé ça vraiment pas terrible. Donc je sens quand même une amélioration sur ce qui est vocabulaire, diction, etc. Après sur la façon de parler familière, là-dessus j'avoue que moi j'aime bien parler comme ça, j'aime bien parler un petit peu comme je parle dans la vie de tous les jours, pas parce que je suis sur un podcast, que je suis écouté par des centaines de personnes par jour que je vais changer ma façon de parler, ça plaît ou ça plaît pas. Je pense que le mieux, moi, ça me saoule pas mal d'entendre justement des manières de parler journalistiques où tout le monde parle de la même façon, etc. Moi, alors que les journalistes ne parlent pas comme ça dans la vie de tous les jours. Donc moi, cette façon de se brider un petit peu, moi, ça me correspond pas du tout. J'ai pas envie d'avoir vraiment un ton journalistique sur mon podcast. Donc c'est pour ça que oui, je parle de façon familière parce que de manière générale, je parle de façon familière, même pas familière, mais je veux dire normale. Donc des fois, oui, ça arrive de dire des gros mots ou des choses comme ça dans la vie de tous les jours. Donc je m'en prive pas durant mon podcast. Voilà. En tout cas, ça me fait plaisir parce que c'est un commentaire constructif où on peut justement échanger dessus. Et voilà. Donc toi, si tu as aussi des commentaires constructifs ou alors juste aussi des félicitations ou juste que tu aimes bien et que tu veux le faire partager, ce que je t'invite à faire, c'est lâcher un avis 5 étoiles et de mettre un avis aussi écrit, comme ça je pourrais le lire dans l'émission. Je l'avais promis, même les commentaires négatifs, je les lirai. Donc là, c'est un commentaire mitigé, et ça me permet justement de réagir là-dessus et c'est toujours intéressant. En tout cas, moi, ça m'intéresse. J'espère que toi aussi. Voilà. Donc voilà pour ce podcast sur les préventions des blessures chez le coureur. Si ça te plaît, n'hésite pas à me le dire même en message privé. Si tu veux que je fasse peut-être un sport où il y a des blessures qui reviennent régulièrement et si tu veux que je t'en parle un petit peu plus, comment moi, en tant que coach sportif, préparateur physique, je mets des choses en place justement pour mes sportifs et qu'est-ce qui marche aussi pour traiter et prévenir les blessures chez un sportif dans un sport particulier ou dans une pathologie particulière. Donc n'hésite pas à me le faire savoir si tu veux que je fasse un épisode sur ça précisément pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Donc voilà, donc on se retrouve pour un prochain épisode sur sport, santé et nutrition dimanche prochain à midi comme tous les dimanches et on se dit ciao les sportifs.